Et c'est le face-à-face avec David Revaud-Dallon du Monde et Bruno Jeudi du Journal du Dimanche. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors François Hollande a muté il y a quelques jours encore lorsque l'on raillait ses tergiversations, son manque d'autorité ou encore ce revers infligé par le Conseil constitutionnel sur la taxation des 75%, l'une de ces mesures symboliques. Mais le déclenchement de la guerre au Mali ce week-end aura eu l'effet d'une baguette magique, transformer un président qu'on disait mou et flou en chef de guerre. Si bien que face à cette décision martiale, la contestation de la rue sur le mariage homosexuel semblait perdre de son importance politique face au combat contre le terrorisme. Bref, l'histoire fait les hommes. Alors faut-il aller jusqu'à dire qu'une guerre est une chance pour la cote de popularité d'un chef de l'État? On peut peut-être vous poser cette première question, messieurs. Qui va répondre? Alors, s'agissant de la cote de popularité, je serais beaucoup plus prudent, si vous voulez, Rosine. Parce qu'en fait, quand on regarde un petit peu les guerres, on sait que les guerres sont rarement populaires. Il y en a certaines qui l'ont été. On se souvient de François Mitterrand, la guerre contre l'Irak pour défendre le Koweït, ça lui avait profité dans les sondages. Jacques Chirac, quand il engage avec Lionel Jospin la France en Afghanistan en 2001, c'est dans la foulée du 11 septembre, ça lui profite aussi. Mais par exemple, Nicolas Sarkozy, lorsqu'il engage la France en Libye, c'est une guerre qui n'est pas populaire et qui lui permettra pas de gagner des points dans les sondages. Donc, j'allais dire, chaque guerre est vécue un peu de façon différente par l'opinion. On verra pour François Hollande. Ce qui est certain, et vous avez raison dans votre commentaire, c'est que ça le hisse, ça le présidentialise au moment où on s'interrogeait, au bout de 8 mois, pour ce président un peu débonnaire, un peu tranquillou comme ça, et qu'on n'imaginait pas chef de guerre, prenant des risques, parce qu'il a pris un vrai risque militaire, diplomatique et politique. Une vraie mutation, vous êtes d'accord? Et avec un week-end quand même riche. Exact. Bien sûr, on ne peut pas se réjouir du fait que des soldats français, et d'ailleurs il y en a un qui est au moins pour l'instant qui a disparu en opération, un pilote d'hélicoptère, que des soldats français prennent des risques, mais c'est évidemment une bonne opération politique pour le président, même si elle n'était pas tout à fait prévue, du moins dans ce timing-là. Alors, le cas de Sarkozy et de la Libye est un petit peu biaisé puisqu'on était là à la fin du quinquennat et que la cote d'impopularité, je dirais, de Nicolas Sarkozy était déjà très installée. Souvenez-vous de l'épisode georgien, Bruno, lorsque Nicolas Sarkozy était intervenu. Et là, pour le coup, dans le contexte diplomatique, il n'y avait pas d'intervention militaire. Mais de manière générale, c'est vrai que ce dossier international et militaire a permis à François Hollande de s'extraire d'une part de cette position d'indécision, d'indétermination que lui opposait évidemment beaucoup de ses adversaires politiques sur tous les dossiers. Et puis, elle intervient à un moment quand même qui concentre à la fois la manifestation sur le mariage gay et puis les suites de la grande négociation sur l'emploi dont François Hollande également peut se prévaloir. Donc c'est quand même un très bon week-end. Il faudra quand même juste voir, parce que là on est au début d'une guerre, et on voit même aujourd'hui un petit peu déjà, peut-être pas les difficultés, mais c'est quand même un combat qui va être assez compliqué. C'est une guerre, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça termine, et on ne sait pas comment ça se termine surtout, même si sur le papier, évidemment, il y a un déséquilibre entre l'armée française, grande puissance, et puis 2500 ou 3000 djihadistes et Touaregs. Parce que le terrain est extrêmement... C'est pas l'objet du débat, mais le terrain est extrêmement Cela compliqué. dit, cette intervention au Mali a donné lieu quand même à un quasi-consensus dans la classe politique. Alors on a entendu quelques voix divergentes du côté de Mélenchon ou même de Villepin, mais qui ne représente que lui-même aujourd'hui. Donc un véritable consensus. Ce qui est logique. Ce qui est logique. Ce qui est logique, ce qui est assez classique. La classe politique française, dès lors que le président de la République, quel que soit son bord politique, s'engage dans un conflit où on est dans la logique de l'union sacrée. On est dans la logique de l'union sacrée. Ça avait été le cas pour François Mitterrand, ça a été le cas pour Jacques Chirac. Nicolas Sarkozy avait reçu le soutien très appuyé de Martine Aubry après l'engagement de la France en Libye. Et là, pratiquement tout le monde s'est engagé, y compris le Front National de Marine Le Pen, ce qui par contre là est une première. Oui, qui a jugé l'engagement légitime, même si elle a quelques réserves, mais qui n'ont pas directement trait à l'opération elle-même. C'est vrai qu'on a un consensus sur tout l'arc politique, et les deux opposants à cette opération que vous avez évoquée, c'est-à-dire Dominique de Villepin et Jean-Luc Mélenchon, le font pour des raisons finalement plus personnelles que politiques. Pour Dominique de Villepin, il s'agit peut-être de se rappeler au bon souvenir des Français
et de rappeler, souvenez-vous, son grand discours contre la guerre en Irak. Il le rappelle d'ailleurs, évidemment. Et puis Jean-Luc Mélenchon, pour le coup, c'est un petit peu plus hasardeux. On se demande pourquoi. Est-ce que c'est pas le souci de se démarquer, certes, mais bon, le Parti communiste lui-même n'a pas réagi de façon aussi virulente. La résistance, on peut considérer que les communistes étaient en pointe. Oui, c'est une forme de résistance. Il y a une tradition du PC pratiquement depuis l'après-guerre de soutenir aucune des guerres engagées par les présidents de la République. En même temps, du point de vue politique, je doute que le Parti communiste, évidemment, prenne le risque de laisser cette situation perdurer au Mali avec tout ce que ça implique en termes de déstabilisation de la région et puis de la France. Mais là-dessus, je pense que Jean-Luc Mélenchon, qui, on s'en souvient, avait soutenu la Chine contre le Tibet il y a quelques années, rappelez-vous, qui a soutenu plus récemment et à nombreuses reprises Hugo Chavez et qui là s'oppose à l'intervention, je doute qu'il ait marqué des points et que sur le terrain international, il s'illustre de façon positive. Alors je voudrais reparler peut-être effectivement de cette stature. En un week-end, il y a eu effectivement cette mutation. Donc il y a toujours deux présidents dans un mandat, dans le fond. C'est celui qui gouverne sur la scène intérieure et puis le chef des armées, le chef de guerre. Vous l'avez rappelé, c'était valable pour Mitterrand, pour Sarkozy et pour Hollande. Donc dans le fond, ça crée chez un personnage politique une forme de dimension. C'est vrai qu'il y aura sans doute il y aura au moins, on verra la suite de cette guerre, et encore une fois, il faut être assez prudent, mais c'est vrai qu'il y a il y aura un avant et un après Mali en termes de présidentialisation de François Hollande, qui sans doute est un peu comme Sarkozy au début de son mandat, et celui où il y a une question qui se posait sur son autorité, ça a été écrit 100 fois, et c'est vrai que là, d'abord, c'est une décision surprise, assez rapide, mais on sait que c'était urgent, parce qu'il y avait les djihadistes avançaient peut-être vers Bamako, et là ça aurait été une catastrophe pour le président Hollande s'il n'avait pas eu cette décision. Donc oui, il y aura à mon avis un avant et un après Mali en termes de présidentialisation de François Hollande. C'est vrai, il y avait ce procès en indécision, indétermination, procès qui s'appuyait sur des éléments politiques en mollesse, des éléments politiques tout à fait réels, et là on a l'impression que l'urgence du dossier, Bruno a raison, c'est vrai qu'on savait que ça risquait d'accélérer, mais on ne savait pas que ça se produirait à ce moment-là. Et il y a un vrai changement de stratégie. Il y a un changement de stratégie. La Hollande France avait encore, dit aux Nations Unies, dit que la France sera en soutien des armées africaines. Il n'interviendrait pas en premier. Voilà. Et donc sur ces deux points, il y avait aussi tout un processus de décision au niveau européen qui, comme d'habitude, traîne et il n'y a rien qui se fait. Et du coup là, il y a une décision rapide. La France se porte en avant, en première ligne, avec les risques que ça comporte. En termes de communication politique, évidemment, l'Élysée ne manque pas de souligner que le président a pris très fermement cette décision, qu'il est très grave, mais très déterminé. Et après, bien sûr, il y a un service après-vente politique, mais c'est bonne guerre. Un conseil de défense le lundi matin au lendemain de la manifestation, ça calme tout le monde. Alors, on va parler justement de cette manifestation qui est arrivée dans ce momentum de cette déclaration de guerre. Est-ce que cela ne va pas, ce qui s'est passé ce week-end avec cette guerre ne va pas éteindre en quelque sorte la voix de l'opposition qui est, on le rappelait tout à l'heure, dans cette espèce de logique d'union sacrée, et l'opposition qui comptait là-dessus pour se refaire une santé sur cette manif. D'abord, premièrement, je pense que c'est une manifestation qui va au-delà de la politique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment deux France. Il y a une France de gauche et une France de droite. Je ne sais même pas si c'est gauche et droite. Enfin, évidemment, il y a eu beaucoup de droite hier dans la rue, je suis d'accord, mais c'est plutôt une France traditionnelle qui refuse cette idée où il y a beaucoup de Le Pen et de serre-tête. Ce serait un progrès, et je trouve que c'est tout à fait respectable. Mais voilà, mais de toute façon, le pays est coupé en deux sur cette question quasiment. Alors, un petit peu plus vers les 50% pour le mariage, c'est carrément contre vers l'adoption, donc je ne crois pas que ça l'éteindra. En revanche, peut-être que l'UMP fait un calcul, et Jean-François Copé en particulier, en se disant « je vais me refaire sur cette affaire-là ». À mon avis, c'est un grand risque. Mais de la même manière, je trouve que les ministres qui parlent de sujets de civilisation, qu'en font des tonnes sur ce sujet-là, à mon avis, ils ont tort. Ils devraient un peu la jouer plus mezzo voce. Non, je crois qu'effectivement, Jean-François Copé a sauté sur l'occasion. C'est encore de bonne guerre. De là à dire que l'opposition va, je dirais, être moins virulente pour la suite des opérations, et notamment la phase qui commence, c'est-à-dire le débat au Parlement, j'en suis pas du tout sûr. Je crois qu'évidemment, chacun va essayer de marquer des points, et notamment dans la lutte interne, la compétition interne à la droite qui continue. Du côté du gouvernement, il n'y a pas vraiment de surprise. On avait dit qu'on ne céderait pas. Le président l'avait lui-même dit. D'ailleurs, la rue ne fait pas les lois, c'est le législateur. Et d'ailleurs, des millions d'électeurs ont tranché. C'est de bonne guerre, là encore. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que
effectivement, sur fond de crise malienne, là encore, la fermeté du gouvernement donne un peu un exemple de la méthode de François Hollande qui a montré par l'exemple ce week-end qu'il peut, je dirais, aligner le curseur sur différentes positions. Je m'explique. La négociation emploi qui s'est terminée vendredi soir, c'est plutôt le François Hollande consensuel qui insiste sur la concertation, la fameuse méthode social-démocrate. La crise au Mali, c'est plutôt le Hollande, on vient de le dire, régalien, présidentiel, chef des armées, voire chef de guerre. Et puis là, on a entre les deux, avec le mariage, François Hollande qui a écouté, qui a effectivement reçu les uns et les autres, les associations religieuses. Oui, mais qui a quand même reçu les associations religieuses. Il a quand même fait une bourde, souvenez-vous, magnifique, sur la liberté de conscience. Donc là, on a un petit peu les trois façons de régir, de traiter les dossiers de François Hollande. Est-ce que ce n'a pas été une erreur d'adosser, dans le fond, le mariage homosexuel à l'adoption, puisqu'on l'a vu dans les slogans. Ce qui avait l'air de bloquer, c'était ça. Le fait que les homosexuels se marient. Vous avez raison que le débat, au fur et à mesure qu'il a avancé, parce qu'il y a un débat dans la société, moi je trouve toujours un peu cette question, il n'y a pas de débat. Si, il y a un débat dans la société, et on voit qu'il s'est déplacé je dirais, de la question du mariage à la question de la filiation. On passe de la filiation à l'homoparentalité. Donc oui, il y a un débat. Est-ce qu'il a fait une erreur? Est-ce que c'est une maladresse politique? Non, mais à partir du moment où vous changez le code civil, vous passez, vous permettez le mariage, d'autres questions se posent inévitablement. Et forcément la question de l'adoption et je crois que de la filiation. C'est pas tant lui qui a fait une erreur. Le vrai dossier qui fâchait, il y avait bien sûr l'adoption, mais surtout la PMA. Et je crois qu'il y a eu une surenchère de la part la PMA, ça a été de ces parlementaires. À cause de cette bourde sur la liberté de conscience. Souvenez-vous, les parlementaires ont voulu mettre un petit peu la pression. Donc là, la PMA a été repoussée au calendrier grec. Elle est enterrée ou pas? Non, enfin, elle a été repoussée officiellement à une loi sur la famille qui doit être adoptée avant l'été, mais rien n'est moins sûr. Après, le calendrier parlementaire... De toute façon, si on revient sur la genèse de ce dossier jusqu'à aujourd'hui, depuis que François Hollande a été élu, il a quand même été assez mal géré globalement. Parce que d'abord, il n'y a pas de PMA dans le projet de loi du gouvernement. Ensuite, il permet aux députés, il laisse la liberté aux députés socialistes de choisir. Je passe sur la bourde devant le Congrès des maires. Mais l'aller-retour de la PMA au sein du groupe socialiste, c'est quand même juste le meilleur moyen de faire grossir les rangs des manifestants. Sans parler de la lettre... Bien sûr. Moi, je trouve maladroite, trop forte de Vincent Payon contre le Il aurait pu s'épargner cette Bien sûr, les socialistes sont polémique. Absolument pas divisés sur la question du mariage, même s'ils considèrent... De la PMA, si. PMA, si. Le mariage, non, mais ils considèrent que c'est pas forcément une priorité, mais ils se disent, on l'a promis, on va le faire. Alors, c'était vraiment pas la peine d'introduire un motif de discorde. La préparation a juste fait grossir les rangs des manifestants, voilà. Merci, c'est la fin de ce face-à-face. On se retrouve donc la semaine prochaine pour l'actualité politique. À très vite sur France 24. Merci. Voilà.